Aujourd'hui, j'ai l'immense honneur d'avoir Mayana Duo de Mayana Yoga qui va nous donner vraiment une vue assez complète de ben, quel est l'impact finalement du yoga sur le système nerveux et qu'est-ce qu'on peut faire pour être un petit peu système nerveux friendly. Je tenais à t'inviter, Mayana, parce que j'entends beaucoup dans les messages privés ou bien des emails qu'on m'envoie, on me dit, Sandy, je sais que le yoga c'est bien, mais alors moi ça me parle pas du tout, je n'y arrive pas. Pour d'autres, c'est plutôt, c'est même désagréable. Ou d'autres personnes le font vraiment en mode, bon, allez, c'est du sport, j'y vais, je vais presque au-delà de mes limites. Et bah, je trouve qu'il y a beaucoup de points d'interrogation en fait sur quelle est la bonne routine de yoga pour arriver finalement à réguler notre système nerveux. Et je me suis dit bah, que j'allais faire appel à une experte qui est experte aussi système nerveux et aussi yoga. Mayana, je te laisse peut-être te présenter. Comment tu es familière finalement avec ce système nerveux et comment tu as découvert finalement le yoga? Bien déjà, merci infiniment de me recevoir, Sandy. Je suis très heureuse d'être là. Et, euh, et en plus, les problématiques que tu as soulevées, c'est vraiment des problématiques qui me parlent, car moi, la première, je n'ai pas du tout aimé les premiers cours de yoga que j'ai fait. Je me suis aussi dit que c'était pas fait pour moi. En plus, je n'avais aucune flexibilité, donc c'était vraiment la torture, les cours de yoga. Et en fait, c'est plutôt des livres qui m'ont donné envie d'y aller, mais à chaque fois quand j'allais en cours, je trouvais pas ce que j'étais censée trouver en fait. Je trouvais pas cet apaisement, je trouvais pas cette élévation de la conscience, etc. Je trouvais justement que c'était très focus corps. Et, euh, et du coup, j'ai découvert vraiment un yoga qui m'a plu quand je suis partie en voyage, et entre autres en Australie, en Inde, au Sri Lanka, où après je me suis formée. Mais à la base, j'étais infirmière pendant 6 ans et j'ai beaucoup travaillé en traumato. Donc du coup, le trauma, c'est quelque chose que je connais depuis déjà mes 20 ans. J'en ai 33 aujourd'hui, donc ça fait un petit moment que je m'y intéresse. Et avant ça, moi, j'ai été élevée dans une famille avec une mère thérapeute. Donc voilà, tout ce qui était sphère émotionnelle, mais aussi tout ce qui était médecine indienne, médecine chinoise, etc., c'était des choses dans lesquelles j'étais baignée. Et tout ce qui est système nerveux, je l'ai découvert plus tard, du coup, surtout quand j'ai travaillé en psy auprès de patients qui avaient des dépressions chroniques, aiguës, des burn-out, voilà, des syndromes post-traumatiques. Donc là, voilà, il y a eu toute une éducation qui a été un peu plus faite à ce moment-là. Et après, je continue de me former constamment. Là, j'ai encore pris une autre formation sur le trauma et le yoga hier. Donc, du coup, je n'arrête pas. J'ai un budget formation assez conséquent. Mais voilà, du coup, tous les ans, j'ai une formation sur ces thématiques émotionnelles, énergétiques, somatiques. Enfin, voilà. Donc, c'est un sujet qui me passionne et je suis ravie de pouvoir en parler et de vous expliquer un peu au niveau yoga, qu'est-ce qu'on peut faire là-dessus. Alors, je reviens sur quelque chose que tu as dit, mais pourquoi que le yoga, c'est pas juste une pratique sportive? Alors, c'est vrai qu'en Occident, actuellement, c'est beaucoup vu comme une pratique sportive, ou en tout cas une pratique sportive soit dynamique, soit douce, en se disant, bon, peut-être que en plus de ça, je récolterai un petit truc sympa, peut-être que j'aurai un mental un peu plus calme. Mais c'est vrai qu'il y a une forte tendance actuellement au yoga très dynamique, très intense, alors qu'à la base, le yoga, c'est vraiment un chemin spirituel. C'est vraiment une sagesse très ancienne hein, qui tire ses racines dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans le jainisme, enfin vraiment dans les Védas, on appelle ça, c'est vraiment les textes spirituels les plus anciens qui existent sur cette planète. Donc c'était le yoga à la base qui veut dire union, connexion à l'esprit, au divin. Bon, bah, ça n'a rien à voir avec les postures. Les postures, déjà, étaient beaucoup plus restreintes, il y en avait beaucoup moins. C'était majoritairement la méditation, les chants sacrés, la philosophie, l'étude des textes qui faisaient partie vraiment du yoga. Et les postures étaient faites pour avoir un impact très précis sur l'énergie. Donc en fait, c'était des maîtres énergétiques qui avaient compris que si je mets mon corps comme si, ma tête en dessous de mon bassin, que je fais ça, je respire comme ci et comme ça à la pleine lune. Enfin bref, ils avaient vraiment tout compris sur comment les postures allaient agir sur
ce qu'on appelle les nadis, c'est-à-dire les courants énergétiques, aussi sur nos chakras et sur nos vayus, c'est les vents énergétiques. Donc c'est vraiment, euh, en fait, il y a beaucoup de cours maintenant qui n'apportent pas ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de cours de yoga qui s'instaurent vraiment dans le postural. Des fois, on va un peu parler des chakras, mais c'est rare qu'on parle des vents énergétiques. C'est rare qu'on sache exactement quoi faire comme posture en fonction des émotions spécifiques, de tristesse, de doute, etc. Alors que c'est vraiment quand même la base du yoga. Et tout ce qui est pranayama, respiration, a aussi une très très grande place à la base dans le yoga, méditation. Donc, si on fait juste des postures mais qu'on ne médite pas, qu'on ne respire pas, clairement, on ne peut pas vraiment appeler ça du yoga. Si on ne s'intéresse pas à la philosophie du yoga, si on ne met pas en place des routines de vie très complètes qui tiennent leur source dans tout ça, bah, on fait du stretching, on fait un peu dynamique, on fait un peu de sport, mais en fait, on ne fait pas du yoga. Donc, après, on peut choisir hein, si on veut faire du yoga sportif ou si on veut faire du yoga dans un sens thérapeutique, croissance personnelle. Voilà, c'est un choix à faire. Et en fonction de ça, on va un peu diriger vers quel yoga on va aller. Et donc, en gros, on peut vraiment être dans une séance de yoga sans faire ce yoga à proprement dit, c'est-à-dire où on va aller dans l'observation et la connaissance de ce qui se passe à l'intérieur au point de vue énergétique, des chakras, mais également bah, du système nerveux. Euh, c'est quoi l'équilibre? Comment on arrive à savoir si bah, quand on est dans une séance de yoga, si ce qu'on fait, en fait, c'est bon ou c'est plutôt mauvais ben, d'un point de vue du système nerveux, est-ce qu'on doit se pousser à fond? Est-ce que c'est quoi ici ta recommandation? Alors, je dirais que ça dépend. C'est-à-dire que si, pour mesurer qu'une pratique est bonne pour nous, c'est très subjectif, c'est très personnel, et ça dépend de où on en est, de notre connaissance de soi, de l'écoute de notre corps, etc. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand on débute le yoga, on va être un peu insensible au corps. On a tellement l'habitude de faire plutôt du sport quand on s'occupe du corps, qu'on a l'habitude de l'intensité, du rythme. Et du coup, ça peut être très challengeant pour quelqu'un d'arriver dans du yoga très calme, très restauratif, très doux, s'il a l'habitude d'être toujours à fond. Euh, donc, il y a des yogas, il y a des gens qui vont. Moi, j'ai commencé par ça aussi. J'ai commencé à rentrer dans le yoga par des yogas très dynamiques, du Bikram, de l'Ashtanga, du Vinyasa. Mais c'est vrai qu'au niveau système nerveux, c'est pas ce qui aide à réguler sur le long terme. Mais ça peut être une première approche parfois plus facile pour quelqu'un qui est vraiment très inconfortable d'être dans son corps, d'être complètement immergé par des consignes, de la musique, des mouvements qui ne s'arrêtent jamais. Ça ressemble à ce qu'il a l'habitude un peu de faire. Donc ça peut être une première approche pour certaines personnes qui aident à rentrer là-dedans, y trouver un côté ludique, performance, comme ils ont l'habitude d'avoir. Mais ce qui va nous permettre de savoir si notre pratique est bonne, c'est de savoir si déjà, au fur et à mesure, notre vie s'améliore. Si nos émotions, nos états intérieurs s'améliorent. Est-ce qu'on continue à faire des crises d'angoisse? Est-ce qu'on a du mal à dormir? Est-ce qu'on s'énerve pour un rien? Est-ce qu'on a des syndromes prémenstruels vraiment faramineux où on est vraiment au plus down? Voilà, est-ce qu'on a des changements d'humeur très 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 forts? Et donc si ça fait déjà quelques mois qu'on pratique et qu'on voit pas d'amélioration sur ces points-là, même au niveau physique, si notre digestion est pas mieux, si on a des problèmes d'inflammation, etc., voilà, on peut se dire, ok, maintenant, est-ce que je peux pas passer à une autre étape dans mon yoga? Et quand je suis prêt à aller progressivement vers des yogas, comme le Hatha Yoga, ça peut être un bon entre-deux, c'est bien équilibré, où il y a à la fois de l'aspect postural, de l'aspect respiratoire, méditatif, mais où il y a des temps pour écouter son corps. Parce que ce qui va vraiment aider à guérir le trauma, c'est de se sentir en sécurité dans son corps et d'avoir le temps de le ressentir et d'être OK avec ce qu'on ressent. Et ça, pour beaucoup de personnes, et moi la première, quand j'ai commencé ces pratiques quand j'avais 15 ans à peu près, de sophrologie, etc., d'écoute du corps, relâchement, et je remarquais qu'à peine sentir que je respirais, sentir que mon cœur battait, sentir mon corps, ça pouvait même être angoissant.
Et, et en fait, au fur et à mesure, ou même contrôler le souffle, ça peut être très très angoissant de faire des rétentions pulmonaires, de ralentir le souffle. Donc ça, on peut sentir voilà, que quand le système nerveux est dérégulé, eh bien, les symptômes de ça, physiquement, ça peut être dans un premier temps difficile de sentir ça. Donc c'est bien d'aller dans un yoga où on a un professeur qui nous accompagne vraiment, qui est dans la douceur, qui n'est pas dans la performance, qui nous pousse à ressentir ce qui se passe, tout en nous amenant à nous sentir en sécurité. Et ça, c'est vraiment, vraiment important. Donc, c'est vrai que quand des fois, on a des pratiques de yoga qui sont extrêmement intenses, je pense par exemple au Bikram, ou des fois, il y a même des professeurs qui vous interdisent de sortir de la salle alors que vous êtes à la limite de vous évanouir parce que la salle est chauffée à 40 degrés. Moi, j'ai eu des professeurs très égocentrés, très... voilà, qui poussaient vraiment à l'ego. Donc, si vous commencez à vous regarder dans la salle en mode ah, j'y arrive pas, enfin, limite, c'est mieux d'avoir une pratique où on a les yeux fermés, où on a le temps de ressentir, où on a le temps de faire les choses. Parce que au début, vu que le schéma corporel est pas... Enfin, ça s'apprend en fait, de sentir son corps. Et bien en fait, on sent pas grand-chose. Donc soit on a besoin de postures très fortes pour sentir quelque chose. Bon, en général, vu qu'on n'est pas souple, on sent vite. Mais on va avoir du mal à, euh, à ressentir les choses subtiles. Le souffle, le cœur, les muscles qui s'allongent, le système nerveux qui se relaxe et les énergies qui se mettent en mouvement, ça vient progressivement. Mais c'est vrai que c'est important de regarder si dans sa vie on s'améliore en tant que personne, les choses deviennent plus fluides, euh, et si on se sent de plus en plus à l'aise avec moins, c'est-à-dire avec moins de sollicitations. Une pratique qui est en silence, une pratique où il n'y a pas 46 000 postures, mais une après l'autre, une pratique où on reste dans les postures. Est-ce que j'arrive à gérer le fait de rester dans une posture? Tout ça, ça montre qu'on progresse en fait. Et non pas est-ce que je suis plus souple? Clairement, on s'en fout. Bien sûr, des tensions vont se déloger et ça va faire beaucoup de bien, mais c'est pas ça qui nous montre qu'on avance en yoga. Moi, j'ai des gens, ils sont soi-disant avancés, ça fait des années qu'ils pratiquent. C'est sûr, ils sont très souples, mais alors ils sont incapables de rester stables dans une posture. Ils sont incapables de respirer d'une certaine manière. Ils ne savent pas du tout réguler leur système nerveux ou leurs énergies. Donc, vraiment, ne pas croire que le yoga est réservé aux gens flexibles, etc. Pas du tout. Et J'aime beaucoup ce que tu dis, c'est le fait de mettre cette loupe à l'intérieur et d'être à l'aise avec qu'on sent et qu'est-ce qu'on ressent, sans aller dans le stade où on se sent submergé en fait par l'état et la position, et de voir après qu'au fur et à mesure, ben, on sent une amélioration dans notre vie, dans le quotidien, euh, plutôt que, ben oui, on est en mode, bon, go, 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 mais finalement, le bien-être, on ne sent pas un impact à ce niveau-là. Est-ce qu'il y a des pratiques de yoga que tu dirais, ah non, alors ça, quand le système nerveux est dérégulé, non, 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 non. hmm. Euh, alors là aussi, je vais répondre ça dépend. Parce que ça serait très facile de dire, ok, quand le système nerveux est complètement dérégulé, on oublie le vinyasa, on oublie l'ashtanga, on oublie le bikram, etc. Euh, mais j'apporterai un petit peu de nuance parce que, d'ailleurs, j'aurais bien aimé l'apporter, et j'ai oublié de le faire lorsque j'avais été interviewée pour le podcast de Camille. Euh, mais en fait, ça va dépendre parce que par exemple, si quelqu'un sort voilà, a un passé traumatique, même peut-être inconscient, où en gros la personne s'est sentie contrôlée, s'est sentie impuissante, s'est sentie victime, ça peut faire du bien aussi d'avoir des pratiques. Alors c'est vrai que c'est à la limite vaut mieux le faire dans une pratique sportive, d'avoir ce côté un peu warrior, un peu combattant, un peu performant, et laisser sa pratique spirituelle au yoga. Mais si pour certaines personnes, c'est beaucoup plus agréable de faire ça quand même avec un environnement tourné autour de la spiritualité, etc., ça peut être intéressant des fois d'avoir des pratiques comme ça pour se redonner un coup de boost en mode ok, je suis capable. Parce que c'est vrai que quand on fait certaines pratiques très intenses et qu'on arrive à le faire jusqu'au bout, qu'on arrive à dépasser certaines sensations, etc., ça peut être intéressant. Le Bikram à la base, qui peut être un effet où on peut se blesser facilement, ou ça peut être très activant pour le système nerveux, très angoissant, etc. Si on a le système nerveux déjà dérégulé,
Ben, pour certaines personnes, au début, ça va être presque familier, donc une porte d'accès quand même à commencer à être avec son corps, même si on le maltraite un petit peu. Et l'aspect aussi très chaleur, bon ben l'exposition chaud-froid pour l'immunité, etc. Il y a des aspects qui peuvent être intéressants. Donc l'idée c'est pas de dire ok, il y a vraiment des yogas, c'est nul, n'y allez pas si vous voulez. Voilà, vraiment je pense qu'il y a du bon dans chaque yoga. Après, c'est vrai que si on cherche vraiment à cultiver un espace de guérison, vraiment avoir un yoga qui est thérapeutique, qui nous accompagne sur le long terme, eh bien, ça peut être intéressant d'apporter progressivement, voire d'avoir une pratique qui est vraiment centrée sur, sur de l'exploration corporelle, de la sécurité, du temps et des pratiques surtout qui sont énergétiquement parlant intéressantes. Et ça, c'est un peu le truc. Moi, j'ai beaucoup de mal maintenant à prendre des cours en extérieur avec d'autres profs, parce qu'en général, quand on est professeur, on aime quand même. Oh, pardon, excuse-moi pour le bruit. Tu m'entends quand même là? Oui, oui, je t'entends parfait. C'est moi qui t'entends plus. Bon, j'espère que je vais pas avoir de mail. Désolée pour ça, je sais pas qui t'es, je vais mettre. Peut-être ça va marcher. Donc, qu'est-ce que je disais? Que Euh, toi, en tant que prof, en fait, tu sentais, oui. Oui, voilà. C'est-à-dire que moi, en tant que professeur, j'ai un petit peu de mal à trouver des cours qui sont énergétiquement bien faits. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire circuler l'énergie, il y a une manière de séquencer des pratiques. Et quand je vais finir dans un cours où à la fin, on me met une posture d'ouverture du cœur hyper intense juste avant Shavasana, ça n'a absolument aucun sens. Ça stimule à fond le système nerveux alors qu'après on le met complètement au repos. Donc il y a plein de choses où voilà, c'est 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 pas facile d'avoir ces enseignements-là, même en tant que professeur. Moi, quand j'ai découvert ces enseignements-là, j'ai enfin eu l'impression de comprendre ce qu'était le yoga. Je me suis dit, waouh, mais en fait, c'est fou. Jusqu'à présent, je ne savais pas exactement comment les postures agissaient sur le système nerveux, sur les énergies. Et donc, en gros, je faisais à l'intuitif, mais il manquait vraiment une certaine science énergétique. Et donc voilà, l'idéal, c'est quand même d'aller vers un yoga où on sent que le professeur déjà est bienveillant, laisse vous laisse écouter vos limites. Ne vous pousse pas dans une posture, ne vous ajuste pas alors que vous n'êtes pas prêt, ne vous dites pas de ne pas sortir, de ne pas aller aux toilettes. Enfin voilà, il faut laisser de la liberté, clairement, que les gens puissent se sentir en sécurité parce qu'ils savent qu'ils ont la ressource de s'échapper, qu'ils sont pas prisonniers du cours, voilà, et qui du coup sont un peu responsables aussi de leur pratique. C'est-à-dire, le prof va dire exactement là, il faudrait que vous sentiez cette zone, et la personne ajuste avec son corps. C'est pas, il faudra à tout prix que la posture soit comme ça. Et en fait, le yoga s'adapte pas du tout au corps, ni à la personne, ni à son histoire. Et là, ça peut même être un peu délétère. Euh, il y a aussi la pratique d'Iyengar comme type de yoga qui peut être intéressante pour vraiment comprendre l'aspect postural dans un premier temps, pour comprendre comment on fonctionne, comment on peut se mettre dans les postures, comment est l'alignement à la base et adapté. Et après, c'est vrai que voilà, le hatha, le yin yoga, le yoga restauratif. euh, alors, moi, je trouve que le yin yoga sur les méridiens chinois, c'est encore next level. C'est vraiment niveau supérieur si on veut vraiment aller travailler sur des sphères précises émotionnelles. Là, on va vraiment dans le saint graal du yoga émotionnel. Tout ce qui est yoga nidra aussi, pour les personnes qui n'aiment pas du tout l'aspect postural. Il peut faire du yoga nidra, c'est du yoga où on est allongé sur le dos et on est guidé à travers ce qu'on appelle des rotations de conscience. En gros, voilà, on est guidé au niveau corporel, visualisation, etc. C'est très relaxant pour le système nerveux, ça fait un bien fou. C'est merveilleux pour les troubles du sommeil, troubles de l'anxiété, etc. Donc, en vrai, il y a plein de panels. Je pense que ce qui est important, c'est plutôt de choisir son bon professeur. Parce Mhm. qu'on peut avoir un professeur de hatha qui n'y connaît rien, un professeur de yin qui n'est pas du tout enveloppant, on peut avoir un professeur de Bikram qui est exceptionnel. Donc, en fait, ça va être vraiment aussi du ressenti de chacun, de âme à âme. Euh, et voilà, il faut quand même que sa pratique nous challenge un petit peu. Mhm. C'est-à-dire que si on a tendance à être très léthargique, très down et on a beaucoup de mal à se mettre en mouvement, alors ça serait peut-être mieux d'aller se tourner vers un yoga où il y a du mouvement tel du hatha, mais que ça reste équilibré. Si au contraire on est toujours à fond, bah, typiquement on va être attiré par des cours de yoga hyper intenses, hyper dynamiques, et nous, le gros challenge à ce moment-là, ça va être plutôt justement d'aller vers des pratiques plus douces et de réussir à aller dans du yin, dans du restauratif, dans du nidra et en fait arriver à ne rien faire et à être.
Donc voilà, en fait, il faut que notre yoga nous amène à évoluer. Et l'évolution, c'est vraiment ce principe de réussir à aller à la limite sécure de là où j'en suis et de progresser un petit peu et de petit à petit, en fait, augmenter ma fenêtre de confort, ma fenêtre de tolérance. Et en fait, le système nerveux, du coup, il joue ça. Le yoga, il y a vraiment des postures qui activent le système nerveux, puis qui le recalment, puis qui le réactivent, puis qui le recalment, pour que progressivement, bah, même dans l'inconfort, on se sente bien. Et Mhm. ça, on n'imagine pas à quel point c'est incroyable pour la guérison du trauma, parce que typiquement, le trauma, c'est on se sent mal dans son corps, on ne sait même pas pourquoi, on ne sait pas quand ça va arriver. Et réussir à être OK avec ce mal-être, eh bien, c'est un peu comme si on était dans une pièce sombre et qu'on traversait cette pièce sombre pour aller ouvrir la porte et aller vers la lumière. C'est en fait, on crée un chemin neuronal absolument fantastique pour aider justement aux symptômes post-traumatiques, à l'anxiété chronique, etc. Donc voilà un petit peu. C'était une longue Alors, réponse. je me suis reconnue à plusieurs endroits de ta discussion. Moi, j'ai commencé le yoga il y a 24 ans déjà. Et au départ, en fait, il y a 24 ans, j'étais tellement déconnectée de mes sensations. Je n'aurais jamais pu aller dans un yoga calme, où tu écoutes ta respiration, où tu ressens ton énergie. Et là où je me suis beaucoup reconnue, c'était vraiment cette notion, bah, je reprends mon pouvoir en fait sur moi, sur mon corps. Euh, et je trouve que le conseil que tu as, c'est c'est-à-dire d'y aller vers ce que tu te sens capable en fait de faire. Si tu commences le yoga et que bah, le yoga nidra, ça te hérisserait les poils. Moi, je me rappelle je crois que c'était une professeure de Hatha Yoga, elle nous demandait de rester assez longtemps dans les postures et intérieurement, ça m'énervait. Je me disais, non mais j'ai pas que ça à faire. Alors que maintenant, bah, j'adore. Et c'est justement, c'est cet équilibre entre, OK, je sens que ça fait un effet sur moi, donc ça peut être un peu, on va dire, challengeant à l'inverse de ma tendance. Donc si je suis active, plutôt calme, calme, plutôt active. Et je respecte en fait ce qui est la limite du tolérable pour moi. Donc si je suis déjà excitée comme une puce, bah, qu'est-ce que j'arrive en fait? Quel est le milieu? Et le deuxième truc qui m'a beaucoup plu dans ce que tu as dit, c'était euh, justement de ne pas aller dans cet esprit de compétition et d'avoir un professeur qui te propose des variations euh, et que toi, tu aies le temps de te dire, OK, alors il m'a proposé ça, c'est quoi le juste pour moi? Et d'essayer de le ressentir en fait. Ouais. C'est vrai que dans un cours de yoga, si on veut, en tant que professeur, ce qui va être important d'offrir aux élèves, c'est d'avoir le choix, de se sentir guidé, sécurisé. Donc, il faut déjà que la personnalité du professeur apporte un cadre un peu enveloppant. Euh, et où on sent que voilà, déjà on arrive dans le studio, on sent que voilà, on se sent bien, c'est pas juste des petites pépettes en legging tout moulant, à fond, avec de la musique. Enfin, bon, on peut très bien aller vers ça, il n'y a pas de souci, mais ce que je veux dire, c'est que il faut qu'on sente que déjà quand on y est, il y a une sorte d'âme, d'âme spirituelle. C'est-à-dire, on sent que voilà, on est dans un endroit où il y a quelque chose d'autre qui se passe. C'est pas comme les cours de gym, c'est pas pareil. Il y a quelque chose de différent. Et il faut que le prof soit très invitant dans ses mots. C'est-à-dire qu'il faut qu'il dise, par exemple, je vous invite, si vous le souhaitez, à prendre cette posture comme ceci. Si vous voulez sentir cette zone-là, peut-être ajuster là, à mettre des supports sous vous pour bien sentir que vous avez la capacité de relâcher le corps. Et en fait, le prof, il doit être plus dans l'observation et la guidance que vraiment dans l'action, dans le sens, moi j'ai eu des profs, ils m'ont cassé le dos quand j'étais en Inde, vraiment à te pousser, etc. Enfin, bref, pas du tout ce qui peut aider au niveau guérison, sécurité, etc. Et sentir voilà, que le prof, il vous observe et il vous dit, ok, relâche un peu plus les épaules, détends le visage, détends tes sourcils, alourdis la langue. Enfin voilà, trouver des points de sécurité dans le corps et savoir ce qu'il fait en fait, tout simplement. Si vous sentez que vous ressortez d'une pratique et juste vous êtes
épuisé en Shavasana parce que vous avez énormément transpiré, que c'est juste grâce à ça que vous arrivez à vous relaxer, bon, mais c'est vrai que l'avancée dans le yoga, c'est de réussir à se relaxer même en tenant une posture longtemps. Et normalement, le yoga, la première phrase de Patanjali qui est Stila Sukha Masanam en sanskrit, ça veut dire une posture de yoga, c'est une posture qu'on maintient dans le temps sans effort. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas challengeante, mais ça veut dire que même dans l'effort, en fait, on arrive à trouver à l'intérieur de soi quelque chose qui est calme et confortable avec toutes les sensations qui sont là. Et ça, c'est pépite. Ça, c'est vraiment incroyable à ressentir parce que ça se converge à toute la vie par la suite. Dès qu'il y a un moment très challengeant, je sais où, dans mon corps, je sens cet espace de sécurité. Je sais où ça se trouve, je sais à quoi ça ressemble, je l'ai ressenti. Et donc, voilà, ça c'est assez incroyable. Et ça, je pense que c'est vraiment quelque chose qui est à chercher dans ces cours de yoga. Et si on voit que ça fait un an qu'on pratique et que clairement on est toujours très sensible au temps dans les postures, à la difficulté, qu'on réagit beaucoup, qu'on est très très réactif, c'est que notre système nerveux, il est encore, et que du coup, au bout d'un an, logiquement, notre système nerveux il devrait être bien plus régulé. Même franchement, à la fin d'un cours, votre système nerveux devrait être régulé. Vous devriez avoir un peu plus froid, vous devriez être un tout petit peu stone. Ouh. On sent qu'il y a quelque chose qui s'est posé, qu'il y a un travail qui est amorcé. Vous pouvez même sentir vraiment les effets dans les heures qui suivent, hein, ou dans la semaine qui suit. Enfin voilà, c'est un travail qui se poursuit. Bah, j'aime bien aussi ce que tu dis. En fait, le but, c'est d'augmenter la capacité de notre système nerveux. C'est pas qu'on ne fasse plus face à des stress ou à des difficultés, mais c'est qu'on arrive à les vivre plus sereinement. Et c'est vrai que si tu prends la séance que tu as, ben, ça devrait se sentir aussi au niveau de ce ressenti-là. Et puis dans ton quotidien, comme tu l'as dit avant. Alors, pour les gens qui ont envie d'une solution toute faite, je sais que ça va pas être une question facile, mais est-ce que tu aurais un type de yoga à recommander pour les personnes qui se sentent hyper activées, donc en mode go, 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 beaucoup de stress, agité à l'intérieur, et qui auraient peut-être bah, l'envie d'aller justement dans du sportif, Qu'est-ce que tu leur recommanderais? Alors, c'est vrai que quand il y a de l'hyperactivation, on recommanderait, voilà, quand on sent qu'il y a de l'anxiété, qu'il y a de la tension interne, on recommanderait de privilégier toutes les pratiques de yoga qui vont aider à favoriser un sentiment de relaxation et de calme mental. Mais comme on l'a vu, ben, peut-être qu'une pratique trop douce dans un premier temps, ça peut au contraire activer plutôt que relaxer. Donc, par exemple, je pense que le hatha yoga, quand on est en hyperactivation, peut être un bon combo parce que il y a quand même du postural qui est un peu plus dynamique, on va dire, dans son rythme, avec plus de consignes, moins de temps de pause, moins de temps de silence, etc. Donc, le mental a quand même quelque chose à observer. L'idéal pour moi, c'est le Tantra Hatha Yoga. Le Tantra Hatha Yoga, pareil, c'est pas la même chose que le tantrisme, ça n'a rien à voir avec la sexualité. Le Tantra Hatha Yoga, c'est vraiment la science énergétique du yoga. Donc tout ce que vous connaissez autour des chakras, des mantras, tout l'aspect vraiment science énergétique, ça vient du Tantra. Et c'est très ancien comme type de yoga. Donc là, l'avantage, c'est qu'il y a aussi la respiration adaptée pendant les postures. Parce que ça aide énormément et ça donne l'impact qu'une posture est censée avoir. Si vous faites une posture en la tenant sans savoir comment respirer dedans, eh bien vous pouvez juste faire monter la tension interne. Si vous savez exactement comment respirer dedans, là vous trouvez le bénéfice. Vous laissez le système nerveux se calmer et être OK avec les sensations. Et là, il y a du vrai travail sur la mémoire corporelle qui se fait et c'est magique. Donc le Tantra Hatha Yoga, c'est un très bon moyen, je pense, pour les gens en hyperactivité de commencer. Et si progressivement ils se sentent d'incorporer de la méditation, du yoga nidra, du yin yoga, du yoga restauratif, tout ça, ça va être que bénéfique. Parce qu'au-delà de l'aspect hyperactivation et hypoactivation, il y a aussi le yoga est censé s'adapter à notre constitution naturelle qui vient de la médecine ayurvédique. Donc, souvent, les gens qui sont hyperactivés, ils ont des profils similaires depuis même la naissance. Euh, donc, ils ont une tendance à la dérégulation plus fréquente que d'autres personnes. Donc, ça aussi, il y a des pratiques qui sont plus ancrantes.
Par exemple, pour quelqu'un qui est en activation de son système nerveux, moi, ce que je pense être idéal dans un premier temps, c'est de commencer par du tantra hatha yoga qu'on appelle lunaire. C'est-à-dire, on va favoriser les expirations plutôt que les inspires. Typiquement, on va inspirer sur 4, expirer sur 6 ou 8. On va favoriser les flexions avant, donc où à chaque fois la tête tombe vers le bas, la tête se trouve en dessous du cœur et du bassin. Tout ça, ça va faire beaucoup de bien au nerf vague. Certaines respirations qui engagent justement le nerf vague, la respiration Ujjayi, et faire des pratiques qui sont aussi tournées sur les torsions. Donc les pratiques lunaires, il y a des flexions avant et des torsions. Et ça, pour la colonne vertébrale, le système nerveux, le système digestif, c'est magique. Et donc, ce qui est génial, c'est que ça offre aux gens un impact immédiat. Ils sortent de la posture et ils le sentent dans le corps. Alors après, plus on est dissocié, plus on peut mettre du temps à sentir tout ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ça va pas être de la poésie yogique sans sens. Le prof va pas. Enfin voilà, si. Moi, en tout cas, je sais que quand je dis à quelqu'un, ok, là, cette posture, elle t'amène de l'ancrage, euh, elle t'amène à calmer ton système nerveux. Avec cette respiration, ça vient abaisser le. Même au niveau hormonal, c'est impressionnant comment ça abaisse les taux de cortisol, etc. Donc il y a un vrai effet physique, énergétique qui est là. Que la personne apprécie ou pas, en fait, elle ressort quand même avec ses bénéfices. Donc du coup, elle le sent, en fait, elle expérimente dans son corps. Alors que des fois, moi je suis allée à des cours de yoga, on m'a dit tu vas sentir ça, 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 et pas du tout. J'ai pas du tout senti ce qu'on me disait de ressentir. Euh, Parce que bah, on me dit oui, on va travailler pour te calmer et le professeur va faire une pratique qui fait que des ouvertures de cœur, des grandes inspirations et ça active à fond mon système nerveux. À la fin, je comprends pas pourquoi est-ce que j'ai pas réussi. Donc il y a ça aussi, c'est que c'est vraiment cette intelligence corporelle qui va se créer et, et pour les gens hyperactifs, l'idéal, ça serait de faire une consultation ayurvédique pour voir où ils en sont de leur constitution, de leur déséquilibre. Trouver des routines de vie aussi qui aident à calmer, parce qu'il n'y a pas que l'aspect postural dans le yoga, il y a vraiment l'alimentation, les routines de sommeil, les routines de soins du corps. Enfin, il y a plein de choses pour calmer le système nerveux, pour apaiser les émotions et le mental. Et ensuite, trouver un professeur qui est quand même assez calé dans l'aspect énergétique et nerveux pour offrir ça. Donc, voilà un petit peu, c'est une réponse assez large. Je sais pas si, euh, si c'est assez clair. Oui, oui, je trouve que ça donne déjà une idée un petit peu plus concrète sur par où quelqu'un peut commencer. Bien sûr, ça peut pas donner une routine complètement personnalisée pour tout le monde, mais un petit peu, je pense, quelqu'un qui sent qu'il est un peu agité, qu'il aimerait en fait faire quelque chose, ça lui donne déjà une bonne direction. Et maintenant, pour quelqu'un qui est à l'inverse, qui sont beaucoup plus figés, sans énergie, peut-être démotivés, donc qui est plutôt dans l'hypoactivation. Qu'est-ce que tu lui recommanderais en fait de faire comme... Alors pour quelqu'un qui est en hypoactivation, ça peut être intéressant qu'il ait quelque chose d'un peu plus équilibré. C'est-à-dire que typiquement, quelqu'un en hypoactivation peut-être va être plus à l'aise dans du yin yoga, dans des postures où on va avoir moins d'efforts physiques à fournir, moins d'énergie à produire. Parce que aussi, quand on est en hypoactivation, c'est que des fois, notre énergie vitale est hyper down. En fait, on n'en a plus, donc on peut plus donner, on peut que recevoir. Donc, il peut y avoir un premier passage par du restauratif, du yin yoga, etc., pour avoir l'impression de recevoir, de se nourrir, d'être avec le corps, d'être OK avec, etc. Mais ça peut être intéressant dans la semaine, alors surtout si on a plusieurs pratiques dans la semaine, d'avoir un équilibre avec des pratiques de tantra hatha qui sont un peu plus solaires. Solaire, ça veut dire qu'on va créer de l'énergie au niveau du cœur, donc il va y avoir plus de flexion arrière, des ouvertures vraiment de la cage thoracique, de l'activation un peu plus on va augmenter un peu l'action du système nerveux sympathique, donc on va faire des rétentions pulmonaires cette fois-ci avec les poumons pleins, avec des postures aussi latérales qui vont vraiment dynamiser la vésicule biliaire pour tout ce qui est un petit peu de l'engagement, de l'action. Et en fait, ça peut être intéressant de travailler à recharger l'énergie des reins. Donc ça, c'est plus en médecine traditionnelle chinoise. Parce que l'énergie des reins, quand elle est très basse, ça amène un manque de volonté, un manque d'énergie vitale. Ça peut aussi embrumer un peu le cerveau. On sent que il n'y a même pas l'énergie qui monte jusque-là, en fait. Donc, du coup, voilà, ça peut être intéressant d'avoir quelqu'un qui s'y connaît là-dedans et qui peut proposer des postures
complémentaires qui rechargent un peu l'énergie des reins. Et pareil, avoir équilibré les temps de repos avec les temps d'action. C'est-à-dire, parfois quand on est en hypoactivation, on va juste avoir des petits moments où on a beaucoup d'énergie et où on s'épuise. Et en fait, on a épuisé notre denrée, notre level d'énergie. Et après, c'est out, il n'y a plus rien pendant quelques jours ou semaines. Donc c'est d'avoir vraiment conscience aussi de ces cycles, entre autres pour les femmes, hein, de sentir qu'en phase lutéale, 10 jours avant les règles, on a besoin de vraiment ralentir, d'avoir un yoga plus introspectif, plus doux, dans les périodes qui sont un peu plus folliculaires, ovulatoires, avoir un yoga qui est un peu plus dynamique et sentir voilà, qu'on recharge un peu ses batteries. Et ça va être un bon équilibre. On peut très bien avoir des postures où on reste longtemps, des postures très introspectives, mais des postures qui vont, par exemple, en fait, il y a toute une science aussi autour des chakras. En général, quand on est en hypoactivation, il y a certains chakras qui sont désactivés, donc on peut travailler sur ceux-ci. Donc c'est pour ça que c'est hyper difficile de donner une réponse toute faite parce que c'est tellement, tellement individuel. Pourquoi la personne est entrée en hypoactivation? Est-ce que c'est à cause d'un trauma qui l'a fait sentir impuissante, qui le met... Enfin, en fait, en fonction de ça, il faut peut-être plus travailler le foie. Donc voilà, en fonction vraiment de l'histoire de la personne. Et c'est pour ça qu'à la base, le yoga, c'était en one-to-one. C'était vraiment le professeur et son disciple. C'était pas un truc avec 40 personnes dans une salle. Donc voilà, ça va dépendre, mais ça peut être déjà des petites pistes. Et l'idéal, c'est de trouver un professeur avec qui on peut éventuellement échanger là-dessus ou avoir voilà, sa sadhana, sa routine personnelle qui a été designée, etc. Avoir les connaissances pour le faire soi-même. Tout ça, c'est sûr, ça va aider. En tout cas, je trouve que ton discours, ça aide à comprendre en fait la vasteté de ce que le yoga peut offrir et l'importance en fait déjà je pense que de se dire, ben, en fait, c'est ce que je reçois dans un cours de yoga, c'est pas forcément ce qui me correspond et d'aller regarder en fait ou d'aller chercher vers ce qui moi m'apporte un bien-être en fonction de ben, mon passé unique. Tu parles de l'Ayurveda, ben, c'est quoi mon prakriti, mon vrakriti, c'est quoi ma tendance, c'est quoi mon biais. Euh, Merci parce que je pense que peu de gens étaient peut-être aussi conscients de à quel point en fait il y a cette vasteté en fait et cette possibilité dans les formes de yoga, la manière dont tu pratiques et comment tu fais. Euh, pour les gens à qui ça parle, qui ont cette sensation de ne pas avoir trouvé une routine qui leur correspond, qui les aide à avancer, qu'est-ce que toi tu proposes en fait comme accompagnement dans ce domaine? Eh bien moi j'ai accompagné pendant des années des personnes en individuel sur la création de leur routine. Donc en gros je leur crée leur routine et ensuite ils partaient faire 40 jours leur routine qu'on appelle donc une sadhana. Sadhana ça veut dire en fait le chemin spirituel. Donc en fait quels que soient vos objectifs de vie, euh, un grand pianiste, sa sadhana ça va être de pratiquer ses gammes tous les jours. Euh, Gandhi, sa sadhana c'est la méditation. En fait en fonction des objectifs de votre vie, de ce qui vous appelle, eh bien, il y a des choses qui peuvent être utiles à mettre dans votre vie quotidienne. Et le truc, c'est qu'à l'heure actuelle, on se réveille, on va au travail, on passe énormément de temps sur les réseaux sociaux, on se divertit, on a plein de choses à faire au niveau social, familial, etc. On se couche le soir et en fait, combien de temps on a accordé vraiment à son éveil spirituel, à ce qui nous tient à cœur, à nos grandes valeurs, à ce qu'on a envie de créer pour nous dans notre vie. Et en fait, on se réveille à 40 ans et on se dit, mais mince, c'est passé tellement vite, est-ce que j'ai vraiment créé ce que je voulais? Et, et la sadhana, donc la routine personnelle, normalement un yogi, dans l'idéal, il pratique tous les jours. Il pratique tous les jours, ça ne veut pas forcément dire qu'il pratique des postures, hein, parce que dans le yoga, les postures, c'est vraiment un pourcentage infime de ce qu'est le yoga. Il y a aussi l'étude des textes, les chants des mantras, il y a aussi les routines alimentaires, etc. Il y a à quel point je cultive certaines vertus du yoga, enfin, il y a tout ça. Mais du coup, moi, j'ai créé au fur et à mesure un programme en ligne qui s'appelle le programme Sadhana, qui permet en fait maintenant d'avoir aussi les connaissances. Parce que ce qui se passait, c'est que quand j'accompagnais des gens en individuel,
Bah, c'est moi qui détenais tout pour le pouvoir, c'est-à-dire qu'ils revenaient me voir dans 3 mois en me disant, bon, bah, il y a eu ça dans ma vie, là, je sens que voilà, enfin, je suis dans une rupture, donc je me sens très triste, je me sens, etc. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et vu qu'on change, en effet, notre sadhana est censé s'adapter. Donc, j'ai créé un programme qui dure 10 semaines avec des vidéos éducatives où les gens apprennent comment les chakras enfin, sont impliqués dans leurs émotions, dans leurs traumas, comment pratiquer en fonction de ton système nerveux, comment pratiquer en fonction de sa constitution ayurvédique, en fonction de ses méridiens, euh, comment créer de bonnes habitudes, parce qu'au-delà de savoir quoi faire pour soi, il y a aussi la difficulté de la régularité, de la motivation, etc. Comment faire en sorte que sa pratique soit vraiment idéale pour soi sur tous les points, parfaitement personnalisée. Et pour ça, dans le programme, il y a aussi 3 consultations. Une consultation avec une thérapeute ayurvédique, une consultation avec un thérapeute en shiatsu, donc en médecine chinoise, et moi, qui du coup aussi chapeaute tout ça. Il y a un groupe WhatsApp où tout le monde échange, on pose toutes ces questions. Il y a 6 lives où on se retrouve pour faire le point sur les bilans, les intentions. Il y a aussi toute une partie mindset, vraiment sur les croyances limitantes. Enfin, il y a tout ce qui, moi, m'a semblé essentiel pour vraiment, vraiment réussir à instaurer une routine. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se culpabilisent en se disant, moi, j'ai aucune motivation, j'ai aucune discipline, j'arrive à rien. Mais parce qu'en fait, souvent, ce qu'ils font, c'est pas adapté à eux, donc ils en ressentent pas les bénéfices immédiats. Ils n'ont pas travaillé vraiment leur pourquoi ils font ça, quelle est leur motivation, vers où ils veulent aller. Donc, en fait, ça s'essouffle dès que la motivation part, dès qu'il y a des challenges. Donc, il y a plein de choses à travailler pour réussir vraiment à instaurer ça sur le long terme. Et je suis assez fière du groupe, du dernier groupe. Là, du coup, j'ai lancé une autre session, donc on est au tout début là pour le deuxième, mais l'ancien groupe, voilà, il y a des pratiques de 300 jours, il y a des pratiques qui s'installent vraiment dans le temps et qui ont fait des bienfaits absolument au-delà même de mes espérances sur des personnes qui avaient des dépressions, des burn-out, des gros traumas, d'abus sexuels, etc. Franchement, moi, je suis épatée. Moi, je l'ai vécu pour moi, donc je sais à quel point c'est fort. Mais de le voir chez d'autres, ouais, c'est émouvant, c'est fabuleux. Donc, euh, donc voilà, je propose quelques sessions dans l'année. J'en propose 3. La prochaine, c'est en avril. Euh, mais après, voilà, les inscriptions sont ouvertes. Et voilà, j'accompagne vraiment ces personnes sur ces 10 semaines. Et il y a aussi la communauté. On arrive vraiment à créer une communauté en ligne. Et quand il y a les 6 modules qui sont passés sur toute la compréhension et la création de la routine, où bien sûr moi je chapeaute tout, on corrige ensemble, etc. À la suite de ça, les gens partent pour 21 jours de sadhana, et où ils sont accompagnés, ils sont l'ange gardien de quelqu'un, quelqu'un est leur ange gardien, etc. Il y a des petits cadeaux, enfin bref, il y a plein de choses hyper ludiques. Et, euh, et ensuite, les gens continuent leur aventure sur leur sadhana, mais au moins ils ont tout le contenu accessible à la vie pour se dire, ok, là, je sais plus où j'en suis, ça va pas dans ma vie, je sens que ma sadhana, je suis venue au bout de quelque chose, j'ai envie d'autre chose, qu'est-ce que je peux créer? Et du coup, ils ont tout pour refaire calmement et revoir tout ça. Ils sont plus dépendants d'un professeur, et du coup, s'ils trouvent pas leur bonheur à côté dans des cours, parce que franchement, ça peut être assez difficile comme mission, eh bien, au moins, ils ont tout. Ils ont tout pour faire ça pour eux. Donc, Moi, j'aime bien là dans ce que tu proposes, en fait, le côté connaissance. J'arrive à, en fait, quand je comprends ce qui se passe en moi, quand je comprends les différents éléments, j'arrive après à mieux décider pour moi. Et puis, ce côté un peu coup de pouce où tu as un encadrement et la possibilité aussi de mettre en pratique, parce que c'est souvent la phase de mise en route qui est dure. On se dit, ah, mais est-ce que ça va avec l'échange, avec la communauté pour aider en fait à passer ce cap qui est peut-être toujours le cap, on va dire, le premier pas, c'est toujours le plus difficile, moi je dis toujours. Les personnes qui ont envie d'en apprendre plus sur ton programme, où est-ce qu'elles se dirigent? Est-ce que tu as ton site internet ou... oui, oui, j'ai mon site internet, donc mayanayoga.com, Mayana et yoga.com. Donc oui, il y a il y a écrit programme Sadhana. Il y a aussi sur mon Instagram, Mayana Yoga, où j'en parle aussi de temps en temps. Euh,
et voilà, c'est un petit peu... Bon, des fois j'en parle dans des podcasts ou des choses comme ça. Mais voilà, pour toutes les infos vraiment pratiques, c'est là-dessus. Et c'est vraiment un condensé de toutes les formations que j'ai eues, qui moi m'ont coûté beaucoup de temps et d'argent, etc. à obtenir. Euh, c'est vraiment des connaissances que même beaucoup de profs n'ont pas. Donc on atteint quand même une certaine expertise euh, tout en recevant des... En fait, j'ai vraiment vulgarisé pour que ça soit très accessible même à quelqu'un qui n'a jamais fait de yoga, euh, voilà, qui juste va avoir une routine. Il y a aussi des gens qui font des routines là, uniquement de respiration et de méditation, mais ils savaient exactement lesquelles faire. Ils ont inclus dedans aussi de la lecture, ils ont inclus dedans aussi des fois des exercices que leur kiné leur a donné. Enfin, en fait, la sadhana, c'est vraiment tout ce que j'ai envie de mettre pour atteindre mes objectifs. Donc, il y en a qui peuvent avoir aussi dans leur sadhana, au-delà de la pratique spirituelle, ils peuvent avoir des choses très concrètes comme, je sais pas, gérer ses comptes ou des choses comme ça. Les petites choses que, en fait, on prend pas le temps de faire en régulier, qu'on aimerait bien faire. Peut-être laver son intérieur, prendre une douche plus longue, faire des soins des cheveux, etc. Donc, il y en a qui ont des sadhanas très diversifiés ou qui prennent 1 heure de temps, où ils ont de la méditation, de la lecture, de l'écriture, des soins corporels, de l'alimentation. Et tout ça, ça vient dans un rituel un peu sacré qui est ultra riche, ultra varié, qui peut changer à l'infini et qui fait un bien phénoménal en fait. Et bien quand c'est adapté, enfin, on sent le bénéfice immédiat. C'est vraiment et du coup, ça fait tellement de bien que c'est beaucoup plus facile de le faire régulièrement. C'est pas une contrainte, c'est pas voilà, c'est donc, voilà, du coup, j'ai débordé, mais Non, 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 mais en fait, je pensais à ton thème de sacralité. Je trouve que remettre de la sacralité en soi, par les rituels, par l'importance qu'on peut s'accorder au corps, c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut se faire. Donc, merci pour ce partage qui était, je pense, riche et qui, j'espère, va motiver les gens à aller chercher cette routine de yoga qui leur convient, qui les aide un petit peu à aller dans le sens de leur régulation et puis aussi peut-être encourager les gens qui ont un peu de mal à s'y mettre, à aller voir un peu plus loin quelle est la bonne recette pour eux. Merci beaucoup pour ton partage, en tout cas. Voilà. merci, merci beaucoup de m'avoir accueilli pour répondre à ces questions et j'espère aussi que ça peut faire du bien aux gens et surtout que ça peut déculpabiliser les gens, d'avoir l'impression des fois d'être à côté de la plaque, de pas réussir à faire les choses, de pas réussir à ressentir ce qu'ils devraient ressentir en yoga ou dans leur vie, qui ont l'impression de faire plein de choses au niveau développement personnel, de lire plein de trucs, d'écouter plein de podcasts, mais d'avoir toujours les mêmes problématiques qui reviennent et de se dire que bah, en fait c'est normal. S'ils n'ont pas la pratique adaptée au niveau corporel, et bien ça reste que dans le mental, c'est pas conscientisé, c'est pas expérimenté. Et vu que tout ce qui est trauma, tout ce qui est anxiété, c'est de l'expérience corporelle, c'est de l'expérience physique, et bien voilà, ils pouvaient pas forcément avoir les clés en fait, à part des clés mentales, pour vraiment vivre cette sécurité. Donc c'est rien n'est perdu, rien n'est définitif. Leur guérison, même s'ils ont essayé plein de choses avant et que ça n'a pas marché, faut pas baisser les bras, faut de la patience et de l'amour et trouver progressivement les choses qui nous vont. C'est tout un chemin, le chemin de notre vie. Chacun à son rythme, mais on est tous dans le même bateau, donc voilà, surtout qui se consolent en sachant que petit à petit, ils peuvent trouver des choses qui leur font du bien, qui les régulent et que progressivement, ça va se faire. Merci pour ce mot de la fin, c'est vraiment super. Merci beaucoup.